L'invitée de l'épisode d'aujourd'hui est l'une des plus grandes youtubeuses françaises. Elle s'appelle Charlie Danger et elle crée des vidéos de vulgarisation historique et scientifique depuis plus de 10 ans. Sa chaîne compte aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés. Pendant cette conversation avec Charlie, on a abordé des thèmes assez variés qui vont du quotidien de métier de youtubeuse jusqu'aux hiéroglyphes égyptiens en passant par le voyage dans le temps. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles, des interviews et des sujets passionnants. D'ailleurs, la conversation que tu vas entendre avec Charlie est en français à vitesse réelle, sans explication. Elle est d'un niveau plutôt avancé, je dirais, et Charlie utilise aussi pas mal de mots d'argot et d'expressions actuelles. Donc, pour mieux suivre cette conversation, je te conseille de télécharger le PDF qui contient la transcription et le glossaire du vocabulaire. Il est gratuit et tu peux le trouver en cliquant sur le lien en description. Et si tu veux progresser en français de manière structurée et avec des cours adaptés à ton niveau, je te rappelle que tu peux retrouver tous mes cours de français de niveau débutant à avancé sur mon site frenchmornings.com. Et je te souhaite une bonne écoute. Salut Charlie, comment ça va ? Salut, ça va et toi? Oui, très très bien. Merci beaucoup d'être ici. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît ? Oui, carrément. Alors, du coup, je m'appelle Charlie Danger. Je viens d'avoir 30 ans ce Joyeux week-end. anniversaire, un Merci, peu en c'est retard. gentil. Et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plus de 10 ans qui s'appelle Les Revues du Monde, et qui parle, à la base, ça parle vraiment focus histoire-archéologie. Maintenant, j'ai un petit peu étendu à de la vulgarisation scientifique de manière assez large. L'idée, c'est de répondre à des problématiques un peu générales en utilisant les outils de la science pour essayer de mieux comprendre notre monde. Voilà. Et c'est même la deuxième plus grosse chaîne de histoire de Ouais. France. Hein. Et la première en culture, je le dis parce que c'est pour moi, ça sonne comme un flex, mais je trouve que c'en est pas un. C'est la première chaîne, enfin la seule chaîne qui parle de culture ou de science de manière très large, à avoir plus d'1 million d'abonnés en étant une fille. C'est une fille qui est derrière. Et je trouve ça terrible parce que des chaînes de vulga scientifiques qui cartonnent, présentées par des mecs, il y en a plein. Mais pour les filles, c'est très très difficile, j'ai l'impression de... Comme dans beaucoup de Ouais, domaines, malheureusement. ouais. Ouais. Donc pas ouf, voilà. Rejoignez-nous. Et donc tu disais justement que ça fait plus de 10 ans que tu es sur YouTube maintenant. Ouais. Comment tu gardes l'inspiration ? Qu'est-ce qui continue à t'animer Je pense que c'est vraiment un métier passion pour le coup. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je vais pas faire le truc de ah, c'est le mérite et tout, parce que je pense que c'est vraiment de la chance. Enfin, évidemment, il y a une part de travail, mais il y a aussi un énorme facteur chance, à savoir que j'étais juste là au bon moment, à la bonne période et comme il fallait, quoi. Mais du coup, j'ai le plaisir de faire vraiment exactement ce que mon métier de rêve. Si j'avais voulu faire un truc, tu sais, à la carte, genre tu peux choisir précisément ce que tu fais dans la vie, je pense que j'aurais pas mieux trouvé que ça. Tu n'aurais pas mieux choisi. Ouais, Mais c'est souvent ça, hein, quand ouais. on est capable de créer son propre métier, on fait exactement ce qui nous passionne, quoi. C'est très très chouette en plus parce que comme j'ai un gros trouble de l'attention, j'ai énormément de mal à rester tout le temps, à faire un peu la même chose, les mêmes tâches tout le temps. Et avec ce métier-là, ce qui est hyper bien, c'est que tu fais aussi bien de l'écriture que de la documentation, que du tournage, que de la réalisation, que du montage, que de la post-production, que du graphisme, des réseaux sociaux. En fait, c'est tellement touche à tout et ça va un peu, tu peux littéralement faire tous les projets que tu veux, que ça me garde motivée enfin je m'ennuie pas en fait. J'ai vraiment Oui, pas l'impression, là je dis ça fait 10 ans que enfin mais j'ai pas du tout l'impression que ça fait 10 ans. tu as besoin que ça change, Ouais. tu t'aimes pas trop la routine. Et je pense qu'en vrai, beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans, mais je vois pas comment. Enfin, peut-être que si, mais je vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment être en mode je vais faire ce métier-là de mes 20 ans jusqu'à mes 60 ans
et juste ce métier-là. Je pense Mm. que tout le monde finit à un moment donné par un peu... Oui, oui. tu Je vois. pense que c'est en plus dans notre génération, c'est tellement plus accepté que Mm. ça nous paraît évident maintenant qu'on peut pas faire ça toute sa Mm, vie. mm, mm. Toi, ça fait combien de temps que tu fais le podcast? Le podcast, c'est assez récent. Ça va faire peut-être 2 ans, un an et demi, 2 ans. Ouais. Mais sinon, j'ai lancé ma chaîne en 2021. Ah, juste après le Donc, Covid. ouais. Est-ce que tu as fait les chaînes YouTube du Covid, à savoir tu t'ennuyais et tu as fait bon allez une petite chaîne YouTube. Alors, je pense que j'avais l'idée depuis quelques années, tu vois. Je pense que je regardais déjà ta chaîne à Ah l'époque waouh. et même, enfin, plein de youtubeurs français. J'aimais beaucoup ça et je me disais, ah, ça pourrait être cool d'un jour faire ça, mais vraiment sans trop me dire que ça allait arriver. Et après, en fait, à partir du Covid, j'ai complètement changé Hmm. de voie professionnelle Tu et faisais quoi avant si c'est pas indiscret? j'étais... ça devient mon Ah interview. pardon, je suis curieuse. Non, non, t'inquiète. J'étais monteuse en fait, j'étais assistante monteuse. Donc j'étais déjà dans la vidéo, Trop bien, ok. moins dans les langues. Ok ouais. Mais oui, en fait, à partir de 2020, j'avais plus de boulot, etc. Et donc 2021, je me suis dit, bon allez, est-ce T'avais qu'on se quel âge? tenterait pas J'avais 27 ans. Ok, Mhm. très très bien, très beau Ouais, parcours. ouais. Non, mais du coup, oui, c'est vrai, on fait pas la même chose exactement, mais Mais ça se ça retrouve. croise quand même quoi. Ouais, complètement. Et ta chaîne, t'as commencé principalement en faisant des vidéos sur le thème de l'histoire. Ouais. Et maintenant, tu t'intéresses quand même à des sujets un peu plus actuels. T'as fait par exemple un Ouais. documentaire sur l'algorithme des sites pornographiques récemment. Ouais. Comment est-ce que tu choisis tes sujets et surtout les vidéos à chaque fois, elles sont énorme quoi. Ça se voit qu'il y a une quantité de travail incroyable. Comment est-ce que tu t'organises? Mal. Comme je Je peux. trouve de l'attention encore une fois, mais non. Attends, parce qu'il y a plusieurs questions. Oui, c'est un petit peu toutes les étapes quoi. En fait, déjà, je pense que c'est un choix personnel. Je pourrais faire des formats un petit peu plus simples, un peu plus rapides et un peu plus linéaires. Mais moi, j'ai vraiment un intérêt, et là où je m'éclate, les sujets qui vraiment me... où je sens que c'est un truc qui... Je peux en parler pendant des heures. C'est des sujets où c'est vraiment très problématisé. Mhm. C'est-à-dire que je vais rarement, ça peut arriver, mais surtout pour les vidéos, un petit peu entre deux grosses vidéos, parce que je peux pas faire que des grosses vidéos, parce que sinon je meurs, en fait. Ouais, je C'est comprends. trop long à produire et c'est vraiment très coûteux en termes de temps, d'énergie, de financier, etc. Donc parfois, je fais des vidéos un peu plus classiques, c'est-à-dire ce que j'appelle une vidéo linéaire, c'est typiquement, tu prends un sujet, tu racontes ton sujet. Donc c'est par exemple, aujourd'hui, je vais vous raconter la bataille de Nanana. Bon, bah d'abord, il s'est passé ça, après, il s'est passé ça, ensuite, il s'est passé ça, et finalement, il s'est passé ça. Ça, c'est pour moi une vidéo linéaire. Après, tu peux très bien le faire. Il y a des gens qui le font très bien quand tu mets du storytelling et tout. Enfin, vraiment, j'ai absolument rien contre ces formats, mais c'est pas les formats qui m'éclatent. Mhm. Moi, ceux que j'aime bien, c'est les formats vraiment très problématisés. Ou par exemple, je me pose beaucoup de questions et des fois, je vais juste me dire putain, c'est ouf ça, mais pourquoi est-ce qu'on a des seins permanents? Parce que tous les autres mammifères, ils ont des seins, mais seulement pendant les périodes de lactation ou de grossesse, parce que ça sert à la base à ça. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine a des seins tout le temps? Et ben paf, ça fait le sujet d'une vidéo. Et donc en fait, c'est un peu, j'aime bien réfléchir à des sujets qui un peu imbriquent où ça crée aussi de la réflexion. Attention, j'ai pas la prétention de dire que je crée quelque chose d'extraordinaire et une réflexion que jamais personne n'a eue, pas du tout, mais j'aime bien les sujets qui permettent un petit peu plus d'ouvrir au débat et à la Mhm. réflexion de manière générale. Et donc après, pour l'organisation, alors la grosse astuce qui me sauve beaucoup la vie, c'est que maintenant j'ai les moyens de travailler avec des personnes qui sont vraiment super et extraordinairement compétentes et qui m'aident un peu sur chaque étape du processus, parce que pendant 7 ans, donc ma chaîne a à peu près, attends, on est en 2026, elle a 12 ans, ok. Pendant 7 ans, j'ai tout fait toute seule. Et quand je dis toute seule, c'est documentation, écriture, tournage, montage, tout de A à Z, je le faisais seule. Et j'avais énormément de mal à déléguer des parties, notamment le Ouais, montage qui était j'imagine. très chronophage, Mhm. ce qui fait que tes épisodes, bah, factuellement, tu peux pas en sortir plus de un tous les 3 mois. Parce que, bah, ou alors tu fais des vidéos qui sont très très bâclées à mon goût, tu vois.
Moi, je voulais garder le côté très rigoureux, etc. Mais en même temps, avoir quelque chose qui puisse sortir idéalement une fois par mois. Et donc, pour ça, bah, tu peux pas être tout seul, c'est pas possible. Donc, maintenant, j'ai la chance d'être entourée de personnes très, très, très compétentes. Il y a notamment Hélène qui m'accompagne sur toute la partie un peu documentation, écriture de script. Donc, à savoir, on brainstorm toutes les deux. En fait, ça dépend. Des fois, on a des manières de s'organiser où soit je vais lui dire j'ai telle idée, voilà un peu l'angle que je voudrais, etc. Et dans ces cas-là, elle va faire une sorte de premier jet et après je repasse dessus. Soit on travaille à deux sur un sujet, soit aussi on fait appel aussi à des autrices externes, parfois, sur certains trucs où il y a vraiment besoin d'avoir de l'aide en plus parce qu'on est un peu débordé aussi. Et après, j'ai aussi des monteurs avec qui je travaille. Pareil, on a un petit roulement de super monteurs incroyables qui sont trop trop forts et qui font des masterclass. Et on a aussi des graphistes, on a aussi des motion designers et c'est tout. Ce qui est déjà très bien. Mais ce Ah qui est si, et déjà j'ai bien. mon réal aussi, Antoine, avec qui, pardon, excuse-moi, avec qui on fait des vidéos. Là, c'est un peu l'objectif maintenant, ça va être de faire des trucs avec vraiment des directions artistiques aussi pour chacun des épisodes. On commence petit à petit à le faire. Enfin, pour les gros épisodes, pas pour les petits, mais voilà. Génial. Est-ce que tu as une entreprise de production, du coup ou Non, c'est une entreprise classique, c'est... mais je fais de la prod, oui, Oui, mais ouais, c'est une ouais. entreprise classique. Ouais, Ouais. c'est un peu toutes les casquettes qu'on doit avoir quand Ouais. on est youtubeur. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça me permet de continuer de toucher un petit peu à tout. Même des fois, genre le montage, ça peut m'arriver de continuer d'y toucher aussi sur des épisodes. Par exemple, j'ai un format, je sais pas si tu vois ce que c'est l'histoire en gros. Et genre, j'en ai fait un pour l'instant. Mais c'est des sortes de formats très 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 courts, un peu inspiré YouTube Poop, Bill Wurtz, tu vois cette vibe-là. Ouais, ouais, Et je j'en avais fait comprends. un sur la Première Guerre mondiale, et pareil, j'avais fait le dérochage et une partie du montage, et après, c'est Vincent qui avait fait la masterclass. Mais bref, donc en gros, ça me permet de continuer de toucher un petit peu à tout, mais en ayant de l'aide, parce qu'en fait, sinon, c'est pas possible, vraiment physiquement, c'est pas possible de sortir Et une puis vidéo par mois. l'énergie que ça demande aussi, Ouais. parce que tu penses en fait à tout, même quand t'es pas encore en train de travailler, quoi. Alors que dans le fait de déléguer, tu t'enlèves un peu la charge mentale Ah, aussi de de... ouf. Je te dis, sans Hélène, là, ce serait compliqué. Ça me retire une énorme partie. Pareil, Max, il me retire une énorme partie de ma charge mentale parce que sinon, en fait, tu peux pas être au four et au moulin tout le temps, Non. partout. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi parce que j'avais énormément de mal à déléguer. Au début, vraiment, j'avais l'impression que si je confiais une partie, par exemple, des recherches ou de l'écriture à quelqu'un d'autre, ce serait plus moi, tu vois ce que je veux Oui, dire? on a tous peur de ça, tu Et vois. Même moi, dans un autre domaine qui est complètement différent, tu sais, t'as peur de perdre ta patte mm, mm. et le fait que les gens aiment ce que toi tu fais et pas ce que quelqu'un d'autre va faire pour toi. Je pense que la solution, et moi c'est ce que je continue de faire du coup, c'est que systématiquement par contre, je repasse sur tous les scripts. Oui. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc où c'est un travail d'équipe. On est plusieurs à bosser dessus et à apporter des idées, à faire Par exemple, des fois, on a vraiment des débats. Genre dans notre équipe où il y a une personne qui pense A et nous et l'autre personne qui va dire bah moi je suis pas d'accord, je pense que B, et donc ça crée un espèce de truc où des fois même on met du temps parce que on n'est pas forcément tous d'accord toutes, Mais parce c'est qu'en ça qui est l'occurrence on est des intéressant filles, aussi. mais voilà. Et alors, c'est un podcast qui est destiné aux gens qui apprennent le français, Ouais. mais on aime bien aussi parler de langue en général. Et je sais que toi, tu es passionné d'Égypte ancienne. Pardon. Et il y a un peu une petite fierté nationale avec la personne de Jean-François Champollion Ouais. qui a permis en fait de mieux découvrir la civilisation égyptienne, notamment parce qu'il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Est-ce que Mm. tu pourrais raconter l'histoire aux auditeurs? Ouais, carrément. Alors en fait, l'histoire de Champollion, elle est un peu c'est un peu comme Charlemagne, tu sais, il y a un peu des raccourcis où on dit ah Charlemagne a inventé l'école, mais si tu veux être vraiment précis, c'est pas ça qui s'est passé. Mhm. Et il y a un peu pareil pour Champollion, on dit ah Champollion, c'est lui qui a déchiffré les hiéroglyphes. En fait, c'était plus un travail collectif. C'est-à-dire qu'à la base de la base, enfin, je repars de zéro ou pas? Attends, je sais pas à quel moment je pars. En C'est gros, toi ce qui qui s'est passé. choisis. Donc, on a les hiéroglyphes qui étaient utilisés notamment dans les temples et tout ça, etc., qui ont dérivé, excuse-moi, je donne un coup de micro, qui ont dérivé petit à petit vers la langue
copte. Et donc, quand on arrive à peu près à l'Antiquité, on commence à perdre progressivement la trace des hiéroglyphes jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. À savoir, on ne sait plus du tout comment est-ce que ça se traduit, comment est-ce que ça se prononce, ni ce que c'est. Et pendant des siècles, globalement, l'avis des chercheurs ou des personnes qui s'y intéressaient, c'était de dire que c'était des symboles uniquement iconographiques. Donc, comment dire, symboliste. Il représentait des choses. Mhm. Si tu voyais un oiseau, c'est que probablement ça voulait dire oiseau, tu vois. Oui, il y avait on n'imaginait pas qu'il y ait de la phonétique derrière les Exactement. hiéroglyphes. Mhm. Et qui est potentiellement aussi des formations de mots, tu vois, comme en français ou dans toutes les langues d'ailleurs. Mhm. Et donc, on essayait de traduire à peu près ce qu'on voyait, sauf que ça marchait jamais vraiment trop. Et on n'arrivait pas non plus à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Pourquoi est-ce que à tel endroit on va mettre un oiseau, mais en fait là-bas non. Et il y avait un peu un truc comme ça, mais il y avait quand même un intérêt pour les hiéroglyphes. Et ensuite, il y a eu les campagnes napoléoniennes. Et Napoléon, quand il revient d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pillé beaucoup de choses. Pas lui spécifiquement, hein, mais de manière générale, les Français, les Anglais, voilà. Et notamment, il se ramène avec une pierre qui s'appelle la pierre de Rosette, qui a la particularité, et donc ça, tout le monde a fait «Ah !» J'imagine, j'étais pas là, mais je vous la fais en mode dynamique, ok? Donc tout le monde a dit «Quoi? Napoléon ?» Encore une fois, c'est pas lui qui l'a ramené, mais c'est pour le récit. Euh, et donc, tout le monde était très surpris parce que sur ce texte qui date probablement de l'époque la plus tardive de l'Égypte ancienne, eh ben, il y avait le texte était répliqué de 3 manières, avec une version hiéroglyphe, ok, pas de souci, une version en copte et une version en grec. Et il se trouve qu'on savait déchiffrer, on savait parler le grec, on comprenait le grec. Donc, en utilisant la version grecque et du coup la version copte aussi un petit peu, on a pu commencer à essayer de travailler pour essayer de comprendre les hiéroglyphes et le copte aussi. Et sauf que là où donc il y a un petit peu le raccourci qui est fait, c'est on dit ah c'est Champollion, mais en fait il y avait d'abord un autre chercheur et plein d'autres chercheurs d'ailleurs qui ont bossé dessus. Je pense notamment à Thomas Young. Lui à la base de la base, on pensait même que Champollion l'avait plagié. Donc c'est pour te dire genre Qu'ils jusqu'à étaient ce que bien avancés déjà ouais, il dans... était pas mal avancé, mais le Mhm. truc qu'il n'avait pas compris, c'est que lui, il était resté quand même sur l'idée de hiéroglyphes très iconographiques, et c'est Champollion qui a vraiment ramené l'idée de hiéroglyphes phonétiques, en disant, bah là, vous voyez, ici, on a une petite vague, ça pourrait être un N, ici, on a un espèce de petit oiseau, c'est sûrement OU, et en se basant sur, du coup, aussi le grec. Mais là où Champollion, il s'est trompé, donc encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est un travail d'équipe, c'est que lui, il n'avait pas encore compris que les symboles étaient en phonétique, ils étaient que unilitaires. Il pensait que par exemple un symbole égale un son. Comme en français, si je te montre la lettre A, tu sais que ça fait le son A, tu vois. Mais il y a aussi des sons qui sont bilitaires. Par exemple, si je te montre la lettre... Attends, je vais essayer de le faire. Attends, c'est un petit un moment. Y? Exactement. Et bien dans Y, tu as 2 sons. I, Y. Mhm. Donc ça, c'est un bilitaire. Et donc c'est un autre chercheur après Champollion qui lui a dit mais en fait les gars, moi j'ai l'impression qu'il y a certains symboles qui sont bilitaires et d'autres qui sont trilitaires. Et donc là on a pu commencer vraiment à travailler sur... Mais donc au final Champollion, il a apporté des idées qui étaient très pertinentes et vraiment qui ont permis de bien avancer sur ce sujet-là. Mais comme souvent en science, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail collectif qui s'étale aussi beaucoup sur la durée. Ça c'est pas fait en une nuit où il s'est Oui. réveillé un matin en disant les gars, vous allez jamais deviner. Et donc ouais, c'est un travail un petit peu plus Oui, long, donc quoi. quand on utilise le mot déchiffrer, c'est quand même, Ouais, enfin, je veux dire, c'était pas encore abouti, quoi. Il a ouais. bien Mais il a déveillé la bien, voilà, c'est ça, piste, mais exactement. il y avait encore beaucoup de travail à faire derrière. Ouais. Hem, Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, toi, justement, le fait d'à travers tes vidéos, de donner un peu les clés aux gens pour déchiffrer certaines époques ou certains sujets? Ouais, même si encore une fois, comme je te disais, moi je pense pas, enfin j'ai pas la prétention de dire que de dire aux gens comment est-ce qu'ils devraient considérer certaines choses, ou enfin Non, mais tu pourrais susciter l'intérêt pour oui. un sujet auquel on n'a pas forcément Ouais, de pensé ouf. ou... Bah ça, c'est vraiment pour le coup le cœur de mon métier et de ce qui moi me passionne, c'est que
j'aime bien susciter de la curiosité chez les gens et j'aime bien susciter des passions chez les gens. Dans le sens où, encore une fois, moi, j'ai pas un rôle de professeur, j'ai absolument pas, enfin, je suis pas docteur, il n'y a pas de débat là-dessus. Mes vidéos, elles ont pas un but d'être un cours complet sur un sujet, c'est pas du tout mon propos. En revanche, j'aime bien l'idée de me dire que peut-être je vais démarrer une étincelle qui progressivement va se transformer en intérêt pour d'autres personnes qui vont aller se renseigner davantage. Mhm. Et peut-être, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en disant «Ah, j'ai commencé des études d'archéologie parce que je regardais tes vidéos quand j'étais au lycée et tout». Et je suis là «Ah, c'est trop bien». Et donc ouais, non, pour le coup, ça me touche beaucoup et je pense que c'est un truc qui est très communicatif. Surtout quand on fait de la vulga, c'est moi-même, je suis passionnée par les sujets que je traite. Et je pense que c'est communicatif quand par Oui. exemple, là, si je te dis parle-moi de ton intérêt spécifique, je suis sûre que tu peux me tenir pendant 1 heure et je vais être passionnée par ce que tu me racontes parce que toi, ça te passionne, tu vois. Mhm. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, il y a des sujets, ça m'est arrivé évidemment, comme en 10 ans, voilà, qui me passionnaient un petit peu moins, où je m'étais dit, ah, sur le papier, c'est bien, et puis en fait, c'était pas forcément genre une grande passion. Mais ces sujets-là, c'est mes vidéos que j'aime le moins. Et donc, quand tu fais tes vidéos ou quand tu choisis tes sujets de vidéos, est-ce que tu prends en compte un peu l'algorithme de YouTube ou alors tu dis vraiment non, je sais que parce que je suis passionnée, cette vidéo, ça va fonctionner et je la fais quoi qu'il arrive. Un peu des deux dans le sens où je me base pour le choix des vidéos, je me base absolument pas sur qu'est-ce qui va plaire à YouTube. Par Mhm, contre, ça c'est la casquette un peu marketing, mais il faut savoir le vendre. Je pense que mhm. n'importe quel sujet peut être un bon sujet, mais il faut savoir bien l'écrire et il faut savoir, je suis désolée, je fais que de faire des petits retours. Excusez-moi. Ça s'entend pas. Ok. En gros, il faut savoir bien l'écrire et il faut savoir bien le vendre aussi. Tu vois, typiquement, si, je sais pas moi, si j'ai envie de parler d'archéologie expérimentale, j'ai aucun problème avec le fait de parler d'archéologie expérimentale, ça peut intéresser des gens. Mais si je titre sur YouTube archéologie expérimentale, comment les chercheurs entreprennent, ça marchera pas, je le sais d'avance. En fait, il y aura personne qui va cliquer. Alors que si je titre euh, on vous a menti sur Spartacus, théoriquement, c'est un peu putaclic, mais c'est pas du putaclic mensonger, c'est simplement Ça, c'est un du super marketing. adjectif français, hein, putaclic. Ouais, ouais. Je pense pas qu'on l'ait à l'étranger. Oui, c'est vrai. C'est très français putaclic. C'est littéralement, oui, c'est ça, c'est Clickbait. clickbait. Ouais. Mais nous, on est un peu plus Mais trash, on dit click je whore. préfère la version française aussi. Mais du coup, ouais, en gros, je sais plus, j'ai Pardon, perdu oui, le je te fais fil. perdre le Non, fil. t'inquiète. Euh, Non, tu disais, Oui, c'est ça. on vous a menti sur Spartacus Voilà, pour mieux susciter la c'est ça. curiosité, encore une fois. Exactement. Mhm. Moi, je pars du principe que mon objectif, c'est de parler à une communauté la plus large possible et de personnes qui sont potentiellement très désintéressées par des sujets un peu profonds, un peu très scientifiques, etc. Les gens, à la base de la base, s'ils viennent sur YouTube, c'est pour se divertir. Le soir, ils rentrent du taf, il est 17h. Bon, à part quelques nerds dont je fais partie, et que j'embrasse très fort, mais la majorité des gens, ils vont pas avoir envie de s'enquiller un documentaire de 2 heures sur un truc très spécifique. Donc, il faut un petit peu aussi, malheureusement, jouer avec les codes de la plateforme, ce qui est normal. Donc, ça veut dire aussi bien choisir son titre, bien travailler sa narration aussi pour réussir à faire rentrer les gens dans le sujet et qu'à aucun moment ils décrochent, ça c'est très difficile. Mhm. Il y a toujours, surtout quand on fait de la vulgarisation scientifique, c'est toujours un espèce de jeu d'équilibriste entre tu dois donner des informations qui sont les plus fiables possibles, les plus correctes, et en science ça demande beaucoup de nuances, sauf que la nuance c'est chiant. C'est beaucoup plus facile de raconter une histoire en disant «Et il s'est passé ça, et après il s'est passé ça». Alors que si tu racontes une histoire en disant «Alors, on a ça qui dit que ça. Cependant, attention, corrélation n'est pas causalité, il faut reprendre aussi les éléments dans la...» Eh ben, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile à... Oui, Donc c'est toujours un petit peu faut essayer de jongler entre les deux. C'est pas évident. c'est super intéressant. J'ai l'impression de prendre une masterclass de, Mais je suis de désolée, j'ai l'impression de te création mettre des de tunnels depuis tout à YouTube. l'heure. Non, non, mais moi, ça me passionne. Alors, je sais pas si on a beaucoup de YouTubeurs dans l'audience, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Bah, au pire des cas... Dans ton travail, tu as aussi un petit peu, enfin même beaucoup, je crois, débunké des idées reçues. Ouais. Et pour en revenir à l'Égypte, à ton avis, c'est quoi les représentations qu'on retrouve le plus souvent, mais qui sont complètement fausses?
Il y en a beaucoup, hein. L'Égypte, je le dis souvent parce que je trouve ça un peu rigolo, mais c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le terrain préféré de tous les complotistes. Enfin, de toutes les C'est vrai. mince, pas complotistes, c'est théories alternatives. Mhm. Complotiste, il y a un peu plus la notion de complot, alors que là, c'est pas le cas, c'est plus des théories un peu alternatives. Je pense que comme il y a un côté, c'était il y a très 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 longtemps, et c'est un peu mystérieux, les gens, ils essayent d'y attacher un peu tout et n'importe quoi. Ce qui fait que il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues, ou en tout cas de croyances associées à l'Égypte ancienne. Et un des premiers trucs, moi, quand je dis que c'est un truc qui me passionne et que c'est un truc que j'aime, enfin des sujets dont j'aime bien parler sur ma chaîne et tout, un des premiers trucs qu'on me dit, c'est «Ah, mais alors les pyramides!» Et c'est vraiment, c'est là où je me rends compte, mais les gens sont sincèrement en plus enthousiastes. Là, tu vois, je te raconte un peu ma vie, mais l'autre jour, j'ai été chez le podologue. Ok. Et il me demande, bah, vous faites quoi dans la vie? Alors, bah, moi, j'essaie d'être un peu vague, tu vois, parce que j'ai pas envie de faire un tunnel sur YouTube pendant 2 heures, mais je dis en gros que je fais des vidéos qui parlent d'archéologie, etc. Et donc, on en vient à parler d'Égypte et tout ça, et il m'a mis un tunnel sur les pyramides pendant le rendez-vous podologue. Ça m'arrive tout le temps. Il avait lui aussi une théorie. Ouais, mais en fait, c'est la théorie que tout le monde a. C'est quand même bien mystérieux. En fait, je pense que c'est le documentaire, je sais pas si t'en as entendu parler, qui s'appelle La Révélation des pyramides. Ça me dit rien. C'est un pseudo-documentaire, c'est pas un vrai documentaire parce que quasiment tout à l'intérieur, c'est que du bullshit, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Jacques Grimaud, et qui a fait beaucoup, beaucoup de mal. euh, Parce que il est. Alors, pour le coup, ça, je pourrais pas lui retirer. Une masterclass de narration. C'est-à-dire que la Mhm. narration est incroyable, mais pour raconter n'importe quoi. Donc, Il ce date qui de fait. quand, pardon? Il a aucune idée, faudrait que je regarde, mais je sais pas. Je crois qu'il est Ok. un peu vieux quand même, hein. Il doit dater à, au doigt mouillé comme ça. Je pense qu'il doit être autour de 2010, je pense, quelque Ok. chose comme ça. À vérifier. Mais donc oui, il a fait beaucoup de mal parce que, bah, en fait, quand tu le regardes, tu peux que te dire, et moi la première fois que je l'ai regardé, je devais avoir 16 ans, je crois. J'ai été vraiment en mode «Oh waouh!» Et en fait, après, quand creuses vraiment, et tu te rends compte qu'il y a rien qui est solide là-dedans, mais c'est juste très bien raconté, quoi. Oui, et puis le format aussi, tu te dis, bah, c'est un documentaire, donc Ouais, c'est vrai. c'est ça, exactement. Et donc, forcément, bah, ça, je pense que ça fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, je pense que le plus gros euh, truc un peu cliché que les gens peuvent avoir à propos de l'Égypte, c'est ce truc-là de les pyramides, c'est quand même très mystérieux, on ne sait pas comment elles ont été construites. Je pense que c'est ça. Mhm. Alors que si, on sait. Mais j'en parle dans mes vidéos. Abonnez-vous. Voilà, les revues du monde sur YouTube. Et alors j'ai une petite question, curiosité. Si tu pouvais voyager à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit, pendant 24 heures, où est-ce que tu voudrais aller? J'ai une question. Mhm. Est-ce que je peux mourir? Genre, est-ce que je suis immunisée? Ah, Parce que en fait, ça va vraiment. ouais, c'est vrai que... non, tu peux pas mourir. Ok. C'est Euh, sans aucun danger. Si, alors ça va pas être la réponse sexy. Je suis désolée, je vais probablement décevoir des gens, mais je pense que j'irai dans la préhistoire, et il y a très 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 longtemps, genre il y a 200 000 ans. Parce que, en vrai, toutes les périodes un peu contemporaines, je pense, on va dire après Mésopotamie, c'est de l'histoire. Donc précisément, on a des textes, on a des ressources textuelles, on a des ressources archéologiques pour pouvoir les décrire, pour pouvoir les comprendre. Or, tout ce qui est préhistoire, et surtout préhistoire très 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 ancienne, malheureusement, bah, comme il n'y avait pas encore l'écriture et comme il n'y avait pas encore toutes ces choses-là, ou alors parce que ça a été détruit, parce que le temps, etc., on a très peu de traces, et donc il y a beaucoup de points d'interrogation sur comment est-ce que fonctionnaient les cultures, comment est-ce que, je sais pas moi, enfin j'avais fait un épisode sur Néandertal, enfin toutes ces choses-là, moi c'est des trucs qui me passionnent, et je pense que d'un point de vue intérêt scientifique, ce serait le plus smart à faire. Parce que là, tu pourrais vraiment ramener des données, des datas sur Mhm. un truc que tu ne pourrais pas avoir dans d'autres Donc ce serait circonstances. un voyage dans le temps utile, Ouais, pas je, juste pour je, le kiff. je me sacrifierais pour la science parce que Dieu sait que j'aimerais bien aller dans l'Égypte ancienne, mais je ne le ferai pas. Parce que je sais que l'intérêt ici serait plus d'aller dans la préhistoire. C'est une bonne réponse. Voilà. Et toi, tu choisirais quoi? Ben, moi, j'aimerais beaucoup, pareil, les civilisations méditerranéennes de l'Antiquité, ça... mais pareil, ce serait juste pour le kiff. Et je pense que si vraiment j'étais... Là, on me dit appuie sur le bouton et tu pars,
Je pense que j'essaierais d'aller dans le futur, si c'était possible. Ah, je savais pas Mmh. qu'on pouvait faire ça. Attends, tu viens de changer les règles du jeu, là. Ah! Ok, quelle Pour, année? Si tu vas trop loin, ça se 2100, tu vois? Genre 2100? pas trop Ah ouais, dans pas c'est trop vraiment dans pas longtemps, longtemps, ok. non. Mais pour savoir si, voilà, ça vaut le coup d'essayer de continuer un petit peu à à se Ah, battre ou c'est hyper si glauque. oui, c'est un petit peu glauque, Mais ok. mais je suis curieuse de savoir comment tout va tourner. C'est un petit peu ça, en T'aurais fait. pas peur de créer des paradoxes temporels? Hem, on va dire que dans les règles, Ok, ok. on peut rien changer. Ah oui, donc t'es spectateur, mais tu n'interagis pas avec Ouais, mais l'environnement. je pense que ce Ok. serait difficile de revenir ensuite parce que tu serais un petit Ouais. peu lanceur d'alerte, Et personne te attention croirait. et personne te non, ça changerait rien du tout. Ça Aïe pourrait être aïe difficile à ouille. vivre. Pour terminer, j'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français? Attends, j'ai pas réfléchi à cette question. Ça peut être un mot dont tu aimes bien la sonorité ou alors une expression qui te fait rire, Est-ce que c'est un mot ou une expression que j'utilise le plus souvent ou c'est vraiment le mot préféré? plutôt préféré? Ok, parce que dans mon téléphone, figure-toi, j'ai une liste de ce que j'appelle la liste des mots rigolos. Ah! C'est juste des fois quand j'entends un mot que je trouve un peu rigolo, je le note. Et donc là-dedans, mon mot préféré, c'est... Il y en a plusieurs à égalité, mais je dirais une goulée. Une goulée, qu'est-ce que c'est C'est déjà? littéralement quand tu prends Ah une gorgée oui! d'eau, ça veut dire OK, c'est une goulée, quoi. un synonyme de gorgée. Voilà, Mmh. exactement. Je trouve ce mot hilarant. Une goulée, mais vraiment, tu peux pas être pris au sérieux quand tu dis ah, il a pris une goulée de cidre. Enfin, ça ne marche pas. Il y a une poulie. C'est très mignon, une poulie. Oui, c'est vrai. Par rapport à ce que ça désigne, c'est assez mignon. Oui, dans la même famille, un mousqueton. Très Mmh. mignon, un mousqueton. C'est vrai qu'on dirait Adorable, des un noms petit de mousqueton. petits animaux. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'aime bien pinailler. Je le trouve très chou, Mmh. pinailler. Et voilà, ça te fait plusieurs mots. Ouais. Qu'on mettra tous, dans le lexique parce que je donne Ouais, toujours la transcription, en fait, de évidemment. l'épisode avec le lexique, donc on pourra retrouver tous tes mots, dedans. Parfait. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une ou plusieurs recommandations culturelles, pour les auditeurs qui apprennent le français? Ouh, donc en français. Oui, donc ça peut être, des chaînes YouTube, ça peut marcher, Mmh. des livres, des films, des chansons. Alors, si vous aimez bien l'archéologie, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande l'excellente chaîne de Passé Sauvage, qui est une archéologue et amie à moi qui fait de l'excellent travail et de l'excellent contenu. Et on en parlait en tout début d'épisode, mais malheureusement, on n'a pas assez de nanas à avoir beaucoup de visibilité en parlant de Mmh. science, donc let's go. Pareil, il y a Marie de la boîte à curiosité qui fait de l'excellent travail et que je recommande très chaleureusement. Si vous êtes un peu plus dans les formats short, donc je pense à TikTok, Reels, etc., il y a l'excellente chaîne slash travail de Maggie's Planet. Mmh. J'aime tellement son univers, elle a une direction artistique absolument incroyable, tout est trop beau et trop bien travaillé et c'est trop stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est plutôt pour la partie internet, je dirais. Mmh. Si vous aimez bien la fantasy, je vais donner un peu des recos différentes. Si vous aimez bien la fantasy et notamment l'univers de Game of Thrones, il y a un TikTok d'une copine qui s'appelle Mimi Lit et que je ponce parce que je suis une énorme fan de Game of Thrones et Pareil. de... Ok, on a un point commun. Et donc pour les analyses un petit peu, même séries de manière générale, parce qu'elle fait pas que Game of Thrones, elle fait plein de séries. J'aime énormément son travail, je trouve qu'elle a toujours des analyses qui sont ultra pertinentes. Donc elle s'appelle Mimi Lit. En livre, je recommande tout le temps le même livre, mais c'est parce que c'est mon livre préféré et je trouve Vas-y. qu'il vaut le coup. Mais du coup, prenez-le en français, comme ça vous pourrez... En plus, je pense qu'il doit être très 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 bien écrit en français. Donc je recommande. C'est Circé de Madeleine Miller. Ah, j'adore, C'est mon je l'ai livre lu préféré. aussi, il est génial. J'ai un peu un truc, je pense qu'on a tous ça avec un truc spécifique, mais quand t'as un artiste ou par exemple une musique préférée qui est très très niche, que personne connaît, et d'un coup elle devient mainstream.
Mmh. Tu t'as déjà eu ça ou pas? Je comprends, oui, oui, je vois Et ce ben que moi tu j'avais veux ça avec dire. Circé de Madeleine Miller. Oui. C'est-à-dire que quand il est sorti, parce que je suis une fan du personnage de Circé dans la mythologie, je cherchais absolument un roman qui parlerait de Circé. Et je l'ai trouvé, donc ce livre-là, mais vraiment de manière totalement hasardeuse. Et donc je l'ai lu, mais des années avant qu'il perce sur TikTok et sur Internet et que tout le monde le connaisse. Et après, bon, j'étais trop contente pour l'autrice parce que vraiment ça vaut le coup. Mais après, j'étais un peu en Oui, mode, oui, oui. je ne suis plus un petit flocon de neige spécial. Après, je pense que ça reste quand même assez niche, hein, Ok, dans le monde de la littérature en général. Je suis pas sûre que ça tout va. le monde Je connaisse. reste un peu un petit flocon de neige spécial alors. Mais je le recommande, il est vraiment incroyable. Oui, oui, Il est oui. très très Mais très bien. ça, c'est une super idée aussi. En fait, il n'y a pas forcément besoin de lire des auteurs francophones nécessairement. Ouais. Trouver aussi la version traduite de livres. Complètement. Et par ailleurs, moi d'ailleurs, Circé, je l'avais lu la première fois en version anglaise, Ah oui. parce que je trouve ça intéressant pour justement s'améliorer en particulier sur tout ce qui est écriture un petit peu plus soutenue, un peu plus Mhm. littéraire que simplement le parler. Je trouve ça chouette de lire aussi un peu dans d'autres. Ouais, ouais, ouais. Faut C'est pas, toujours une faut bonne pas y idée. aller trop dur, hein. J'avais commandé un livre qui s'appelle Sacred Economics. Je sais plus ce que c'est l'auteur, qui c'est l'auteur, mais je l'ai commandé en anglais. Lire un essai sur Fallait l'économie en s'accrocher un peu anglais, plus. vraiment, j'ai abandonné, je vais pas vous mentir. Donc prenez accessible. Oui, oui, oui. Quand c'est de la fiction, ça reste toujours quand même Ouais, un peu plus digeste et plus facile à comprendre. ouais. Bah, merci beaucoup, Charlie. Merci C'était à un toi. plaisir.